Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, élargissons le débat. Le sommet Climate Change, comme son nom ne l'indique pas, ne concerne pas uniquement le climat. Ce dernier n'est qu'une des multiples conséquences d'un processus plus général de dépassement des limites planétaires. On vide peu à peu la lithosphère de ses ressources, ayant de plus en plus de mal à surcompenser par l'innovation et la découverte de nouveaux gisements la baisse rapide de la concentration des mines. On épuise la biosphère plus vite qu'elle ne se régénère. L'hydrosphère est profondément bouleversée. La pédosphère, les sols, est dans un état de dégradation avancé. En fait, et puis les pollutions, j'allais oublier, s'accumulent dans à peu près tous les milieux naturels. Donc il n'y a quasiment aujourd'hui aucune dimension du système Terre qui ne soit profondément, sévèrement impactée par les pressions exercées par les activités humaines. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. On l'oublie, on n'y pense pas. Les spécialistes nous alertent que la 6e extinction de masse est en route. Si ces différentes dynamiques sont toutes plus ou moins connectées, il n'est pas judicieux de les hiérarchiser et d'en négliger certaines. Il me semble important de souligner par exemple que même si nous n'avions aucun problème, ni climatique, ni énergétique, ni d'eau, ni de ressources, ni de pollution, la vie sur Terre serait quand même en train de s'effondrer. Le problème principal étant l'anthropisation de la nature, sa destruction, sa mise en coupe réglée. Et la raison numéro 1 de ce processus, c'est de très très loin l'agriculture aujourd'hui. Une agriculture qui compacte les sols, qui pollue, qui empoisonne et qui tue, qui fait tout pour étendre les surfaces cultivées, pour supprimer de ces surfaces tout ce qui ressemble à de la nature. Donc on déforeste, on annihile, on industrialise, on cherche à contrôler, on optimise, on maximise les rendements. On perfuse artificiellement les sols, désormais exsangues avec des intrants qui sont produits souvent à l'autre bout du monde. Et dans les pays riches, depuis les 30 Glorieuses, de surcroît, on mange trop. Et parmi ce qu'on mange, on mange beaucoup trop de protéines. Et parmi les protéines, beaucoup trop de protéines animales. Et voici que les pays émergents suivent le même chemin. C'est un non-sens en termes d'écologie, en termes de capacité de charge planétaire, en termes d'économie aussi, de santé et accessoirement d'éthique. Le système dominant perdure en raison de sa capacité à enrichir certains grands propriétaires, des firmes, des fonds d'investissement, mais surtout sous prétexte de nourrir le monde, il le condamne à des famines demain, car il ne perdurera plus très longtemps. En effet, il détruit les conditions mêmes de sa propre perpétuation. Et en plus, il est tributaire de trop d'approvisionnement en intrants importés d'ailleurs, en semences importées d'ailleurs, en carburant abondant et bon marché importés d'ailleurs, en eau douce, en produits vétérinaires, en subventions européennes, en main-d'œuvre étrangère, saisonnière, low cost, etc. Le climat, donc, ne peut pas être la seule priorité. L'humanité est confrontée à une grave crise écologique, c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est faux. C'est la nature qui est confrontée à une grave crise humaine. On s'imagine que c'est aux sociétés humaines de résoudre les problèmes, mais ces problèmes ne sont pas des dysfonctionnements, ce ne sont pas des effets de bord accidentels, ils sont des corollaires normaux, absolument inéluctables de nos modèles de société, de notre système économique, de nos modes de vie. Si l'on cherche à protéger les sociétés de ces problèmes, on se condamne à l'échec. Non, il faut changer les sociétés pour protéger la biosphère face à la folie humaine, afin de se donner une chance de pouvoir continuer à habiter cette planète selon des modalités radicalement réinventées. Je veux profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer l'initiative de la Belgique pour ce sommet européen, pour la déclaration de Liège, qui est un appel à l'action. En ma qualité de systémicien, je veux profiter également pour tenter de réveiller, pour alerter notamment sur les fautes méthodologiques fondamentales, à mon sens, que nous commettons à la fois dans l'appréhension des enjeux de notre temps et dans la représentation que nous nous faisons des solutions, entre guillemets, à y apporter. Je considère que les messages les plus importants n'ont toujours pas été passés. Ce, malgré le travail incroyable, personne ne le nie, fourni par la communauté scientifique internationale. Il ne s'agit pas de remettre en question les experts et leur expertise, mais de mettre en lumière le caractère contre-productif du rôle dans lequel on les a cantonnés. Tout est organisé en silo, dès l'école, avec les différentes matières, jusqu'aux hautes études avec la séparation en spécialités, puis ensuite dans le domaine académique, avec les champs disciplinaires, dans le monde du travail, avec les métiers, au niveau politique, avec les cloisonnements territoriaux, et puis avec les découpages ministériels, dans les médias, où on aborde un jour tel sujet, et puis on fait venir des experts du sujet en question, et puis une autre fois, on fera une autre émission sur un autre sujet avec d'autres experts. On pourrait penser que ce silotage n'est que modérément problématique. Finalement, on a toutes les infos, non? Ça permet de se figurer les problèmes et les solutions, non? Ben non. Non, ce silotage empêche de caractériser correctement les enjeux. C'est la parabole indienne, je ne sais pas si vous la connaissez, des aveugles et d'éléphants. Un groupe d'aveugles apprend qu'un éléphant a été amené dans leur village, n'ayant jamais vu et su ce qu'est un éléphant. Ils vont à la rencontre de l'animal. Le premier aveugle touche le flanc de l'éléphant et il dit, en fait, un éléphant, ça ressemble un peu à un mur, non? Puis le deuxième aveugle, lui, il a une patte de l'éléphant face à lui. Il dit, je suis désolé, mais moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un arbre, un éléphant. Et puis le troisième touche la trompe de l'éléphant. Il dit, moi, je trouve que ça ressemble à un serpent. Et le quatrième, il touche la queue. Il dit, moi, je trouve que ça ressemble à une corde.
Chacun se fait une idée de l'éléphant, certes approximative, mais logique, étant donné les informations dont il dispose. Pourtant, la somme de leurs déductions ne permet pas de comprendre ce qu'est un éléphant. Aujourd'hui, nous sommes collectivement aveugles face au plus gros pachyderme de tous les temps. Cette sorte d'isolationnisme des expertises nous a enfermés dans des imaginaires, dans des présupposés assez candides quant à ce qui représente des solutions. Dans les registres stratégiques, on s'est enfermé dans des registres stratégiques qui ne sont pas de nature à nous permettre d'échapper à des disruptions sociétales majeures dans les années et décennies qui viennent. La lacune de pensée systémique a des incidences graves. Certes, de nombreux chercheurs appliquent certains concepts de systémique à leur partie, mais tant qu'on ne les applique pas au tout, on reste dans un silotage problématique. C'est le suprasystème dynamique complexe constitué à la fois du système Terre et de l'anthroposphère qu'il faut analyser via le prisme de la systémique afin d'être en mesure de redescendre en entonnoir, en cohérence, jusqu'aux enjeux plus micros. Sinon, en traitant problème par problème, on ne fait en général que déplacer la pression dans le suprasystème sans résoudre fondamentalement quoi que ce soit, et on se retrouve à risquer l'avenir dans des paris inconsidérés, on se retrouve à miser sur des solutions qui en réalité n'en sont pas. Le changement climatique, la dévastation de la biosphère, la déplétion des ressources, le détraquement des cycles biogéochimiques, les pollutions, tous ces phénomènes d'autres encore ne sont pas des problèmes de fond, mais seulement des symptômes du problème. Le problème, c'est que notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources, ensuite on les transforme avec de l'énergie en biens, en services, en routes, en bouffe, ce que vous voulez, c'est les sociétés humaines, ce sont les activités humaines, et ensuite on génère des déchets et des pollutions en aval. C'est très très linéaire, il y a quelques rebouclages, mais c'est très linéaire. On prélève trop vite, ensuite au passage on transforme plus vite que la capacité d'adaptation de la nature, on détruit plus vite que la capacité de régénération de la nature, et on pollue plus vite que la capacité d'absorption de la nature. Voilà le problème, mesdames et messieurs, parce que nous vivons dans un système qui est productiviste, qui est consumériste, qui est matérialiste, un capitalisme d'accumulation, réfractaire d'ailleurs à toute limite. On considérait que c'est inacceptable, limite dictatoriale, d'empêcher quelqu'un comme, je ne sais pas moi, Musk, Bezos ou Arnaud d'avoir 100 milliards de plus. Il ne faudrait surtout pas mettre de limite. Ce système donc, en amont, il est extractiviste, en aval, il est pollutionniste, et puis au milieu, il est destructionniste. Les déchets et les pollutions qu'on rejette, ils sont soit liquides, soit solides, soit gazeux, et parmi les gaz, il y a une catégorie qu'on appelle les gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Le changement climatique, pour prendre cet exemple, n'est que un symptôme de ce problème. Et alors pourquoi il est crucial de distinguer le problème de fond et les symptômes? Ben voyez-vous, j'utilise une métaphore pour ça, qui est assez claire. Si vous avez des problèmes de maux de crâne, si vous avez des problèmes de peau et des problèmes de transit ou de digestion, allez, vous traitez ça comme des problèmes, vous cherchez des solutions. J'ai une bonne nouvelle, il y en a. Pour les problèmes de tête, vous avez du paracétamol ou de l'ibuprofène. Pour les problèmes de peau, vous avez une pommade. C'est d'ailleurs un spécialiste qui vous l'a prescrite, un dermatologue réputé. Et puis il y a un autre spécialiste, un gastro-entérologue, qui va vous prescrire pour vos problèmes de ventre la tisane magique. 3 problèmes, 3 solutions. Parfait. Donc tout est résolu. Vous pouvez continuer à vivre normalement, n'est-ce pas? Oui, sauf que si ces problèmes sont en réalité différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, on ne soigne pas le cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Il faut comprendre la nature systémique de la problématique pour comprendre que la réponse à y apporter, la vraie thérapie qui fonctionnerait pour soigner la maladie, n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses aux différents symptômes. Donc la décarbonation du monde est absolument vitale. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Pour autant, ce ne traite qu'un symptôme, un de ces multiples symptômes. Il n'y aura pas de solution sans un changement systémique, c'est-à-dire un changement de modèle de société, et avant toute chose un changement de modèle économique, avec l'instauration de limites, notamment de limites à l'accumulation pour une personne, qu'elle soit physique ou morale. Alors certes, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout modéliser, et si on attend de pouvoir le faire pour agir, il ne se passera probablement rien. Mais vu ce qui est en jeu, c'est juste l'habitabilité de la Terre pour la plupart des formes de vie, il est plus que temps d'opérer un sursaut, même si on ne sait pas tout. Si certains d'entre vous, d'ailleurs, je dis ça, ou pour ceux qui regarderont la vidéo un jour, font partie de ces gens, les penseurs d'alerte de mon acabit horripile, si vous jugez défaitistes ce que je raconte, si vous considérez que rien ne doit entraver la bonne marche du progrès, eh bien il est plus que temps, selon moi, ne serait-ce qu'au nom de l'intégrité intellectuelle, de vous interroger sérieusement sur ce que vous appelez le progrès. On n'a jamais disposé de plus de moyens, de plus de connaissances, de plus d'informations, de technologies, de puissance de calcul, d'innovations prodigieuses en voiture en voilà, et pourtant, jamais la situation n'a été aussi critique, pourtant jamais la trajectoire du monde ne nous a entraînés aussi vite dans une direction opposée à toute perspective de soutenabilité. Et si vous vous inscrivez en faux contre ce tableau de la situation, si vous pensez que je dramatise, honnêtement, c'est parce que vous vous autorisez à avoir un avis sur un sujet que, à l'évidence, vous ne maîtrisez pas. Et au fond de vous, vous le savez.
La science converge massivement vers un constat de gravité et d'urgence, vers la conclusion que l'humanité et le reste du vivant ne pourront échapper à des cataclysmes déjà enclenchés sans des changements structurels profonds de nos modèles de société, du modèle économique mondialisé, de nos modes de vie, de nos consommations, de nos activités, de nos pratiques, de nos objectifs, de nos indicateurs, de nos méthodes, de nos comportements, de nos postures, de nos addictions. Une simple addition d'innovation, si brillante soit-elle, ne permettra pas de relever les défis fondamentaux de notre temps. L'heure est désespérément venue d'adopter une attitude de responsable, une attitude de gestionnaire de crise et de risque, en considérant sérieusement l'hypothèse de l'échec de nos stratégies pour rendre le monde soutenable. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un terme à ces stratégies. En aucun cas, elles sont indispensables. Tenter de décarboner, comme je le disais, c'est absolument vital. Mais même si on y parvenait, ça ne serait pas pour autant une solution. Nous aurions de l'énergie, si modérément émissive soit-elle, au service d'une machine qui prend dans la nature et qui transforme en déchets. Voilà ce qu'on ferait. La somme des stratégies, solutions et politiques dont nous disposons à ce stade constitue au mieux un cocktail paracétamol plus pommade plus tisane. Ça ne rendra pas le système durable. Donc il ne durera pas. Comment cessera-t-il de fonctionner? Quand? À quelle vitesse? Alors ça, nul ne peut le dire. Mais il devient très plausible que cela impacte une grande partie de l'humanité dès la première moitié de ce siècle. Il faut donc s'y préparer. Ce devrait être une priorité stratégique du continuum sécurité-défense et même une prérogative régalienne. Le hic, c'est que nous allons disposer de moins de ressources pour gérer davantage de problèmes, car un changement de régime climatique est initié, car l'étiolement écologique s'aggrave, et nous connaîtrons des pénuries chroniques, le tout sur fond de tensions sociales et géopolitiques grandissantes. Il est probable que les années 2030 marquent la sortie de l'ère des hydrocarbures abondants et bon marché, au moins pour l'Europe, mais pour aussi une grande partie du reste du monde. Cette fin de la fiesta, à laquelle tout le monde n'a pas été convié, s'accompagnera de ruptures logistiques auxquelles les sociétés, territoires, l'économie, les institutions et les habitants ne sont pas préparés, en tout cas pas pour l'instant. Nos approvisionnements dépendent d'équilibres subtils, à la fois géologiques, à la fois techniques et industriels, hydriques, il faut beaucoup d'eau par exemple pour l'industrie minière, d'eau douce, logistique, énergétique, on ne sait rien faire sans pétrole, économique, le cours de bourse des matières premières, mais aussi politique, géopolitique, et donc en creux plus ou moins idéologique. On ne maîtrise presque aucun de ces paramètres. Alors jusqu'à quand nous en remettrons-nous naïvement au doux commerce pour garantir la paix et la sécurité énergétique, matérielle, environnementale, sanitaire et alimentaire des territoires? Dans cette perspective de plus en plus palpable de multiraréfaction, les modèles économiques de la plupart des entreprises seront mis à rude épreuve. Et si le système économique et social n'est pas révolutionné rapidement, la capacité de millions de ménages à subvenir à bon nombre de leurs besoins sera compromise, occasionnant une croissance exponentielle du désordre et de l'insécurité. Il devient urgent de se projeter avec sérieux dans des plans B collectifs résilients face à ces chocs, en tenant compte de l'hypothèse d'un monde irrévocablement post-hydrocarbures abondant et bon marché. Cela implique de rehiérarchiser les priorités, d'initier des conversations publiques, des débats constructifs, ayant pour but de poser la question de nos besoins véritables et de comment on peut en assurer la satisfaction pérenne, de consentir et de négocier collectivement, démocratiquement si possible, un certain nombre de renoncements de bon sens. En Europe, globalement, on a assez. Il est temps de se consacrer au qualitatif et d'arrêter cette course insensée au quantitatif. 3. De réorienter les activités en investissant ici et en désinvestissant là, en mettant un terme aux activités les plus destructrices. Oui, il faut arrêter pas mal de choses, et celles qui sont aussi les moins bénéfiques au regard de l'intérêt général. Et 4, modifier les objectifs visés et les indicateurs utilisés. Il va falloir aussi travailler là-dessus. Mieux vaut opérer ces changements aujourd'hui. C'est compliqué, j'en ai bien conscience, mais mieux vaut essayer de choisir, au moins ensemble, tant qu'on peut le faire dans des bonnes conditions, ce qui doit croître, ce qui doit décroître, ce qui doit perdurer, ce qui doit disparaître. Mieux vaut essayer de promouvoir le changement, l'accompagner, le récompenser même, plutôt que de persister à refuser d'instituer des limites raisonnables, ce qui se traduirait d'ici quelques années en des privations imposées dans le chaos par la dynamique du système. En outre, mieux vaut planifier des quotas évolutifs qui valent pour tous, plutôt que de laisser les pénuries s'auto-organiser en fonction de la richesse des uns et des autres, le contingentement comme rempart contre l'injustice et la dystopie. Je n'ignore pas que face à ce type de remise en question intense, l'opposition sera rude et les leviers limités. Le commun des mortels renacle à la métamorphose. Il critique et rejette les contraintes, souvent sans même chercher à comprendre que celles-ci peuvent être justifiées de façon parfaitement rationnelle. Il dénigre même volontiers la science quand celle-ci l'importune. Il se laisse aussi entraîner par les tenants de l'ordre établi qui font de l'anti-jeu, qui sabotent le débat en le déplaçant sur le terrain idéologique. À les entendre, les contraintes sont nécessairement abusives, arbitraires. Elles traduisent forcément un projet politique sournois. On tourne en dérision les alternatives proposées en pointant leurs insuffisances, leurs imperfections, les incertitudes qui s'y rattachent, en occultant l'élément principal, c'est que le système actuel est voué au délitement et que son maintien mène au désastre.
On dit que les obligations sont trop exigeantes. On refuse de continuer de jouer le jeu. On se braque, alors même qu'on n'a fait que 5 ou 10% du trajet. Et encore, les pourcents les moins difficiles. Le Fit for 55, je veux dire, c'est un petit peu abstrait. On en est très loin. On entend surgir que l'écologie, ça commence à bien faire. Les dirigeants français et belges ont l'audace de suggérer de temps en temps des pauses réglementaires en matière d'écologie. La vie sur Terre se voit réduite à une variable d'ajustement. Les gouvernants se rangent complaisamment du côté des lobbies, induisant une régression environnementale dont nos enfants paieront le prix. C'est invraisemblable d'obscurantisme et de duplicité. Amis belges, j'espère que l'issue de la crise agricole sera moins désastreuse de votre côté de la frontière. Les mutations de grandes envergures, des mutations, sont absolument vitales. Et les dirigeants qui n'auront pas intégré ça se rendront fautifs et s'exposeront à la colère populaire. Les gens qui aujourd'hui ne sont pas prêts à changer, demain se retourneront contre les élus qui n'auront pas eu la lucidité et le courage de mettre en œuvre les changements. Et le pari politique qui consiste à chercher à maintenir le système sans importuner le petit peuple avec les risques et les vulnérabilités, sans risquer de se mettre à dos le monde économique, ce pari devient diablement périlleux alors que le monde entre dans une période de vive turbulence. Hélas, pour l'instant, l'hypothèse de la fin de l'abondance n'est jamais vraiment prise au sérieux, quand bien même un chef d'État a utilisé cette expression par récupération opportuniste plus que par conviction à l'occasion d'une rentrée de Conseil de ministres. C'était Macron. L'hypothèse implicite est que le système est viable et qu'il peut se perpétuer, moyennement quelques ajustements. Des crises ponctueront l'avenir. Bon, on les gérera comme on l'a toujours fait. Il n'y a pas de rupture sociétale irréversible, ça n'existe pas. Ça, hein. Seulement des crises plus ou moins graves, toujours limitées dans l'espace et dans le temps. L'aide pourra donc venir de l'État et des territoires alentours. Au pire, on déclenchera le plan Orsec, voilà, organisation des secours, ça c'est pour la France, ou le plan d'urgence en Belgique. Et on reviendra dès que possible à ce qui s'apparente à la normale. L'absence de pensée système dans l'analyse des risques possibles engendre chez les spécialistes de la gestion des risques et des crises eux-mêmes un impensé majeur, celui de l'éventualité d'une rupture généralisée sans retour possible à un état stable connu. C'est pourquoi les risques sont toujours évalués à l'échelon local. On regarde juste les risques locaux, parce qu'ils sont forcément localisés. Et moi, les risques dont je vous parle, ce ne sont pas des événements potentiels limités dans l'espace et dans le temps, mais ce sont des processus qui concernent toutes les sociétés, en tout cas toutes celles qui participent à la mondialisation, des processus déjà enclenchés, qui sont déjà en train de s'accélérer, qui s'aggravent, qui vont continuer à s'aggraver tant qu'on ne réagira pas à la hauteur des enjeux, et qui n'ont pas de fin discernable. C'est la fin d'une ère. On accompagne cette mutation ou on la subira. On peut essayer de la planifier un peu, de la piloter un peu, ou on subira dans le chaos. Tout territoire devrait dorénavant se préparer à des risques devenus plausibles peut-être avant 2030, probablement avant 2040, quasi sûrement avant 2050 selon pas mal d'experts dont je fais partie, des risques de rupture touchant les systèmes énergétiques, le carburant en premier lieu, touchant la logistique, certaines infrastructures critiques, le système de soins aussi. Tout territoire devrait anticiper des risques de pénurie de longue durée à grande échelle en denrées alimentaires, en eau potable, ainsi qu'en médicaments et autres fournitures médicales, et d'autres choses, moins importantes peut-être. Dans les prochaines décennies, le monde va devoir affronter une descente énergétique et matérielle. Pour une raison que je n'ai pas le temps de développer en détail ici, mais que j'expose dans certains cours de systémique, allez visiter une vidéo en ligne si vous voulez. En tout cas, même si toutes les activités économiques n'ont pas la même empreinte énergétique et matérielle, au niveau sociétal et encore plus à l'échelle mondiale, la corrélation est très très forte entre les flux d'énergie et de matière et l'intensité économique. C'est pourquoi cette descente énergétique et matérielle absolument inéluctable s'accompagnera, quoi qu'on fasse, d'une contraction économique. Et aucune forme d'économie, aucune forme de croissance, soi-disant verte, n'y pourra quoi que ce soit. Pour des raisons que je développe également en détail dans certains cours, que vous trouverez sur Internet, le découplage absolu, intense, rapide et de long terme qu'il faudrait entre les activités économiques et l'empreinte écologique dans toutes ses composantes, pas simplement les émissions de GES, afin qu'une croissance verte soit envisageable, ce découplage est totalement hors d'atteinte. D'ailleurs, on s'en éloigne, et même rapidement. Donc la réalité correspond plutôt à un surcouplage. La pression extractive s'intensifie en amont, les flux de pollution s'accélèrent en aval, la destruction écologique s'accentue toujours plus vite entre les deux. Non, 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 il n'y aura pas de croissance durable. C'est un leurre. Ainsi donc, une contraction économique est absolument inexorable. Et contrairement à ce qui est répété à l'envi par les chantres du toujours plus, soit on s'acharne dans ce système qui est conçu pour s'effondrer s'il cesse de croître, et cette contraction à isosystème se manifestera sous la forme d'une récession, puis d'une dépression économique épouvantable, une grosse casse sociale, soit on tente une forme ou une autre de décroissance. Je dis une forme ou une autre parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées, les décroissants ne sont même pas d'accord entre eux.
Il y a plein d'idées qui circulent. La décroissance, ce n'est pas l'inverse de la croissance, c'est un projet politique qui consiste à remodeler le système économique et social afin de pouvoir organiser la descente plutôt que de la subir, parce qu'il n'y a pas le choix, tout en sécurisant l'accès à l'essentiel pour les moins aisés, afin d'éviter une calamité sociale. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais ne faisons pas dire aux mots leur contraire. Quand on dit les décroissants sont fous, quand on s'obstine dans la posture qui consiste à taxer les décroissants d'irresponsabilité, en fait, c'est refuser de voir que le système de croissance arrive à sa limite de fonctionnement et qu'il faut en sortir. Il n'y a pas le choix. Ce qu'on a de mieux aujourd'hui, c'est quelques propositions de décroissance. Voilà, c'est ce qu'on a de mieux. Je suis désolé, hein, même si on n'aime pas. Ce qui est irresponsable, c'est de persister dans cette logique qui met tous nos systèmes en sur-régime, jusqu'à la dislocation, qui est déjà en train d'engendrer un effondrement de la biosphère et qui va se traduire par une hécatombe humaine et écologique. La littérature académique sur ces sujets est à présent suffisamment riche pour qu'on n'ait plus à supporter à longueur de discours les lieux communs ineptes des adeptes de la croissance. Leur positionnement, il est en équilibre, si vous voulez, un équilibre précaire, sur une méconnaissance profonde du fonctionnement des systèmes vivants dont nos existences dépendent. Ce positionnement péremptoire confine à un intégrisme doctrinal. Il est plus que temps aujourd'hui que la charge de la preuve soit inversée. Donc cessons d'hypothéquer les conditions d'habitabilité de la Terre. On l'a bien vu pendant la crise de Covid, l'économie ralentit. Ah, ben c'est marrant ça. Les émissions de gaz à effet de serre ralentissent aussi, la nature revient, il y a des choses qui se remettent en place. Ah, ça a l'air de marcher. Donc on va faire ça parce que c'est plutôt la priorité en fait. Voilà. Et si les croissancistes parviennent à faire la preuve de la possibilité concrète d'une croissance verte, on en reparlera. Voilà. Nous pourrons en reparler parce qu'entre-temps, l'habitabilité de la Terre aura été sauvegardée. Tant que la preuve de la possibilité d'une croissance durable n'aura pas été établie, le bon sens invite à considérer cette hypothèse comme une maladaptation délétère. Objectif du développement durable numéro 8. Croissance économique et travail décent. Je ne sais pas pourquoi ils les ont mis ensemble, ça n'a rien à voir. Croissance économique. Et c'est pourquoi mon avis sur le développement durable, au risque de choquer, est qu'il fait aussi partie d'une gigantesque maladaptation. D'ailleurs, depuis l'avènement du développement durable, ça fait quand même 30 ans, c'est pas plus durable. Hein. Alors en fait, si vous voulez, il y a plein de choses positives qui sortent du développement durable. Attention, hein, je n'ai pas dit le contraire, il y a beaucoup de choses très positives. Heureusement qu'on a le développement durable pour plein de choses, mais ce n'est pas une solution. Le cadre conceptuel est hors sol, et je pourrais développer ça, je le fais une fois de plus, là encore, dans d'autres vidéos, vers lesquelles je vous renvoie, parce que là, mon temps est compté. Je profite en tout cas aussi de la présence de décideurs politiques aujourd'hui pour partager certaines idées, alors qui vont dans le sens des principes de la Déclaration de Liège, et puis d'autres qui n'engagent que moi, qui proposent d'aller encore plus loin, et puis en même temps de faire une sorte de pas de côté. J'espère que les politiques qui ne sont pas ici aujourd'hui, d'ailleurs, quel que soit leur pays et l'échelle à laquelle leur responsabilité s'exerce, verront la vidéo de cette plénière. Nous ne sommes pas du tout où l'on devrait être en matière de mobilisation, ni dans l'intensité et l'urgence de ce qu'on fait, ça c'est par méconnaissance des dynamiques en cours, des ordres de grandeur, par manque de compétences en matière d'écologie, pour saisir ce qui se joue, mais également, on n'est pas au niveau dans la nature même des réponses imaginées comme des solutions, par ignorance de la pensée systémique. La vie sur Terre est en train de s'effondrer, je le répète. Ce n'est pas un point de vue, ce sont des observations. Les populations de vertébrés, par exemple, déclinent partout dans le monde, partout, à quelques très rares exceptions très localisées près. Et si on fait la moyenne des taux d'extinction, des taux de déclin des populations de vertébrés partout dans le monde, on obtient entre 1970 et 2018, donc en 48 ans, on obtient 69%. La vie sur Terre est en train de s'effondrer et on regarde Netflix. Qu'est-ce qu'on fait? La vie sur Terre est en train de s'effondrer et on opte pour des politiques du moindre effort. On tolère de modifier certaines habitudes tant que ça ne touche pas ce à quoi on tient. La vie sur Terre est en train de s'effondrer et puis on fait des calculs. On cherche à tirer son épingle du jeu, on adopte des procédés de passagers clandestins, on se laisse aller à des médiocres et mesquins après moi le déluge. L'habitabilité de la Terre est mise en péril. Notre aptitude à nous occuper de tous les autres enjeux, de tous les projets, de toutes les causes à défendre, notre aptitude est conditionnée par notre capacité à relever ce défi-là. Il est impératif d'enfin saisir les enjeux et de se ressaisir. Le monde a besoin de dirigeants qui ne se contentent pas d'impulser des projets positifs, mais osent aussi remettre en question les activités néfastes, en facilitant la reconversion des effectifs concernés, des dirigeants ayant le courage de prendre des décisions difficiles qui s'imposent, en conformité avec la science, tout en œuvrant à en faciliter l'adoption par tous. Il est temps de poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment
Dans quel but fait-on les choses? De quoi a-t-on vraiment besoin? À partir de quand peut-on considérer qu'on a assez? À quoi sommes-nous disposés à renoncer? Que sommes-nous prêts à sacrifier? Comment peut-on redéfinir la réussite et le progrès? Que signifie faire société et vivre ensemble? Que veut-on pour nos enfants? Quels choix sont les plus susceptibles de nous rendre fiers et de rendre fiers nos proches? Lesquels sont les plus susceptibles d'engendrer du regret ou du remords? Comment créer ou recréer un lien sensible avec le reste du vivant, un rapport éthique et de bon sens avec la nature? Comment peut-on mobiliser, instaurer une culture du risque, de la responsabilité et de la, ça a déjà été dit avant moi, solidarité? Oui, la solidarité, oui. Solidarité par altruisme ou par calcul, mais solidarité. Quelles règles faut-il changer? Quelles limites faut-il mettre en place? La limite n'est pas contraire à la liberté. La liberté de chacun découle d'une géométrie collectivement négociée des droits et des devoirs. Quand des limites énergétiques et matérielles, biophysiques et écologiques s'imposent aux sociétés, ne pas les retranscrire rationnellement en liberté et en interdit ne peut que finir en drame. Ceux qui refusent de nouvelles limitations par principe, sans s'intéresser aux bouleversements en cours, n'œuvrent pas au nom de la liberté ainsi qu'ils le prétendent, mais dans l'espoir égoïste de maintenir leurs privilèges. Il est temps de limiter l'accumulation, par exemple, du capital. Tous ces questionnements et d'autres peuvent être soumis à l'intelligence collective lors de vastes campagnes de conventions citoyennes, par exemple, ce qui devrait aboutir à la conclusion partagée qu'un tous sur le pont est nécessaire. Il est temps de déclarer un état d'urgence planétaire, mesdames et messieurs les dirigeants politiques, qui consisterait à investir massivement dans la régénération écologique, à criminaliser et à stopper les activités dévastatrices et à inaugurer une instance de décision et de coordination internationale inédite visant à organiser une descente énergétique et matérielle et à piloter à l'échelle planétaire les efforts collectifs de première nécessité face à la problématique du dépassement écologique planétaire dans toutes ses dimensions. Il est temps de concevoir et de planifier ces transformations et de se donner les moyens de la piloter, cette transformation, avant que les chocs ne surviennent. Le temps nous est compté. Le besoin est pressant d'un tel organe de coordination planétaire. Jusqu'ici, l'ONU ne constitue pas un tel mécanisme. Les COP ne sont qu'une forme de multilatéralisme conversationnel. Je vous vois, Jean-Pascal, mais je vais finir. J'ai encore une page. Mais au-delà de toutes ces mesures hautement politiques, vous faites votre job, hein, je ne vous en veux pas, mais je vais aller jusqu'au bout quand même de mon speech, à moins que les gens m'en empêchent. Qui est contre? C'est bon, j'ai le public avec moi. Mais au-delà... Vous ne pouvez que perdre. Mais au-delà de toutes ces mesures hautement politiques, il faut aussi avoir la sagesse et le cran d'envisager l'échec de nos stratégies pour rendre le monde soutenable. Je sais que ça dérange de dire ça. Les propositions qui existent sont presque systématiquement des mesures d'atténuation, d'adaptation. C'est le GIEC qui fonctionne comme ça, mais pas que. Tous les spécialistes vous proposent essentiellement des mesures d'adaptation ou d'atténuation. Et la question qu'aujourd'hui on doit se poser, surtout en tant que dirigeant, est-on certain que les stratégies de transition, adaptation, atténuation, dont on dispose vont fonctionner? Est-on certain que les gens finiront par jouer le jeu? Les riches vont jouer le jeu, les entreprises vont jouer le jeu, les investisseurs vont jouer le jeu, les actionnaires vont jouer le jeu? Est-on certain que donc la vitesse des efforts sera suffisante vis-à-vis des urgences et des ordres de grandeur en question? Est-on sûr qu'on ne manquera pas de ressources pour mener les transformations nécessaires? Et jusqu'ici, allons-nous dans la bonne direction? Si la réponse à une seule de ces questions est non, alors cela revient à admettre qu'il est plausible que nous échouions à rendre nos sociétés durables, et donc que l'on s'achemine vers des ruptures. L'atténuation, alors graduelle ou rapide, on va savoir, tout est possible, ça dépend de quel domino tombe en premier. L'atténuation et l'adaptation sont vitales, et il faut redoubler d'efforts dans ces deux domaines, ça c'est sûr. Néanmoins, il est crucial d'envisager également le cas devenu, selon moi, vraisemblable, où l'on ne parviendrait ni à atténuer les problèmes suffisamment vite, ni à adapter nos sociétés suffisamment vite. Et où on se retrouverait face à des ruptures de continuité. Or, vu ce qui est en jeu, il est inacceptable de ne pas travailler au développement d'une résilience systémique, une résilience collective face à des risques de rupture de continuité majeure et durable, c'est-à-dire notre capacité collective à s'auto-organiser spontanément en cas de pénurie grave, tous en se serrant les coudes face à l'adversité pour limiter le chaos et maintenir des existences dignes. Cette résilience systémique, ce n'est pas la même que celle du GIEC ou ce n'est pas la même que la plupart des autres résiliences spécifiques. Même si le GIEC, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans les rapports du GIEC. Mais souvent, il y a plein de résiliences spécifiques. On va avoir des spécialistes de la résilience, par exemple, des systèmes d'information face aux risques cyber. C'est très spécifique. La résilience systémique, elle n'est pas spécifique. La résilience du GIEC, elle entre essentiellement dans la catégorie des mesures d'adaptation. Pas la mienne, pas la résilience systémique, qui justement part du cas où on n'arriverait pas ni à adapter, ni, en tout cas pas assez vite, ni à atténuer. Donc, les politiques devraient se positionner en facilitateur d'une émergence, d'un foisonnement d'initiatives en matière de résilience territoriale,
de constitution de réseaux solidaires intra- et interterritoriaux, en matière aussi de cohésion et de justice sociale et de régénération écologique, pas parce que je préfère, il n'y a rien d'idéologique là-dedans de mon côté, mais parce que sinon ça ne marchera pas pour créer de la résilience collective. Ça doit passer par des expérimentations territoriales, et toutes les expériences concluantes doivent être mises en récit de façon inspirante et diffusées pour devenir des exemples à suivre. Les porteurs de projets doivent se relier entre eux et embrasser un rôle d'agent d'une révolution de nature culturelle, car c'est ainsi et seulement ainsi qu'une massification des bascules personnelles et collectives devient envisageable. Ce bottom-up est un complément indispensable du top-down, il ne faut pas les opposer, et les décideurs qui l'auront compris et qui auront contribué à l'impulsion de cette dynamique culturelle nouvelle conjureront bien des tragédies. Cette résilience systémique n'est pas spécifique à un type de risque, elle concerne spécifiquement les risques systémiques, et je précise avant de clôturer, que ce sont des processus de longue durée et non des crises épisodiques. Cette résilience-là ne cherche pas à s'accrocher à un existant, elle est profondément transformative, collective et culturelle. Il s'agit d'empouvoirer les gens, non pas pour qu'ils se débrouillent tout seuls, mais pour qu'ils retrouvent un rôle, ou trouvent tout court, un rôle actif dans leur vie, qu'ils ne soient plus cantonnés à une fonction de figuration. Il s'agit de mobiliser via un sentiment d'urgence et de passer à l'action collectivement, ce qui permet de développer une puissance d'agir et de laisser derrière la résignation afin de co-construire des espoirs lucides. Contrairement à une croyance très répandue, pour inciter à des remises en question profondes, individuelles, collectives, sociétales, culturelles, et peut-être même systémiques, le levier le plus efficace, c'est la peur. Pas n'importe quelle peur, hein, une peur rationnelle, une peur honnête. Et ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir ce que disent les experts du sujet, parce qu'il y a tout un champ d'expertise sur la peur. Regardez la méta-analyse parue en 2015, Appealing to Fear. Ce n'est pas le titre complet, mais avec ça vous retrouverez. Appealing to Fear. Est-ce que la peur paralyse ou est-ce qu'elle mobilise? Résultat de 127 études sur la question, elle mobilise toujours, elle ne paralyse jamais. Il ne faut pas avoir peur de faire peur, c'est notre meilleur levier. Par contre, attention, si on ne fait que peur, c'est aussi une catastrophe. Parce que la peur toute seule, on a besoin d'un électrochoc, mais l'électrochoc tout seul, il incite au repli. Voilà. Et donc, pour ne pas avoir ce repli, eh bien, il faut donner des clés. J'ai vraiment fini. Donner des clés, j'en ai pour une minute là. Donner des clés. Les clés de la juste mobilisation, en fait, ça réside dans un subtil mélange de peur rationnelle et d'empouvoirment en fournissant aux gens des clés de compréhension et d'action, des idées, des exemples inspirants de choses réussies, des outils, des leviers actionnables, l'accès à des réseaux, etc. On leur permet de visualiser des trajectoires alternatives et de se projeter ensemble. Il faut finir d'avoir peur de faire peur. Et il faut apprendre à utiliser la peur de façon constructive. C'est ainsi que l'on déclenchera des sursauts salutaires et les gens pourront ensuite dépasser cette peur via la mise en mouvement collectif. Dirigeants, c'est ma clôture. Acteurs de la société civile, acteurs économiques, représentants du monde associatif, simples citoyens et tous ceux que j'oublie, le monde change vite. Si nous voulons préserver ce qui compte, il nous faut vite changer aussi. Coupables ou non, coupables pour le passé ou non, nous sommes tous responsables de l'avenir. Les connaissances sont accessibles, la neutralité n'est plus possible. Ne pas passer à l'action aujourd'hui, c'est choisir de faire partie du problème. Dans ce contexte éprouvant, une chance rare finalement nous est offerte, celle de pouvoir devenir les héros de nos enfants. Le temps est arrivé où le monde se scinde entre d'un côté les héros, de l'autre les monstres, les pleutres et les aliénés. Le choix nous appartient, ça aurait dû être avant-hier, ça aurait pu être hier, demain sera trop tard, il nous reste aujourd'hui. Tous sur le pont.